Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux d'être ici à la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, on va s'intéresser à la question suivante. Agriculteur, est-ce un métier à risque? Et je vais avoir le plaisir d'en parler avec Angèle Préville. Bonjour. Il faut prendre le micro, madame. Bonjour. Vous êtes sénatrice du Lot. À vos côtés, Laurent Duplon. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sénateur de la Haute-Loire et à ma gauche, Emmanuel Vastenex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président donc de LSDH, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Merci d'être parmi nous. Voilà. Alors, vous avez été à l'origine donc par rapport à l'assurance récolte. Il fallait revoir un peu la façon de travailler là-dessus. Oui, tout le monde était conscient d'un élément, c'est que depuis quelques années, nous avions modifié le système des calamités qui a exclu certaines productions dès 2010, les cultures assurables, telles que les grandes cultures et la viticulture, que le système des calamités n'était appliqué que pour les prairies et l'arboriculture, que le système assurantiel qui devait prendre la suite n'a pas connu un essor colossal. N'a pas marché, on va le N'a dire. pas spécialement marché, si ce n'est en grande culture où une partie non négligeable de la surface a été assurée. Et donc on s'est rendu compte à partir du 8 avril de cette année et le grand effet climatique qui a été le gel, que le système était véritablement en panne, même si on avait déjà des prémices auparavant. Et donc il a fallu modifier tout cela pour arriver à retrouver un système qui soit un peu plus, un dispositif qui permette d'emmener plus d'agriculteurs dans ce principe à 3 étages qui correspond à la part du risque que l'agriculteur peut prendre, la part assurable et la part qui correspond au risque événementiel et qui, elle, correspond à la solidarité nationale. Le principe de ce que vous proposez. Alors le principe, il est simple, c'est que l'agriculteur a un risque qu'il va essayer de maîtriser jusqu'à un certain niveau de franchise qui est situé dans les amendements que j'ai pu déposer et la CMP qui a été conclusive aux alentours de 20% de franchise. C'est-à-dire que de 0 à 20%, l'agriculteur gère ce risque-là. De 20% au seuil d'intervention de l'État qui est de 30% pour les prairies et l'arboriculture et 50% pour les grandes cultures et la viticulture, et bien là, l'agriculteur va pouvoir s'assurer, donc avec une assurance privée. Et au-dessus de ce seuil d'intervention, l'État prendra le relais avec une possibilité de solidarité nationale, c'est-à-dire que dans les éléments climatiques les plus importants, ceux qui vont plus contraindre l'agriculteur et qu'il ne peut ni assurer ni prendre en compte lui-même, eh bien l'État, comme elle l'a toujours fait avec les calamités ou avec le principe de mettre de l'argent sur certaines catastrophes, eh bien va arriver à ce niveau-là pour appuyer et soutenir les agriculteurs. Alors, je suis sûr que vous avez analysé ce qui ne marchait pas au préalable, les principaux problèmes, les freins. Pourquoi les agriculteurs n'adhéraient pas justement au système d'assurance? Il y a plusieurs éléments. D'abord, le premier, c'est pour ça que j'ai voulu véritablement inscrire les taux dans la loi, de façon à ce que les agriculteurs soient dans un système de confiance. J'ai voulu aussi mettre le budget que le ministre et le président de la République avaient annoncé directement dans la loi, en faire une loi d'orientation budgétaire, de façon à ce qu'on ne soit pas que simplement sur une loi, mais véritablement quelque chose qui permette d'allier et le principe et les finances qui vont avec. Donc aujourd'hui, il y a 600 millions d'euros de budget, ce qui n'est pas négligeable. Il ne faut pas oublier que les agriculteurs participent à travers leur police d'assurance incendie à la hauteur de 140 millions d'euros, ou participeront, que l'Europe intervient avec 186 millions d'euros qui seront à l'intérieur de ces 600 et le reste, la solidarité nationale. Je pense qu'il y avait aussi besoin d'y mettre les taux, c'est-à-dire donner aux agriculteurs la lisibilité nécessaire pour savoir à partir de quel niveau ils seraient obligés de s'assurer ou pas, et à partir de quel niveau l'assurance, la solidarité nationale, donc l'État, prendra le relais. Je pense que nous avons trouvé les bons compromis, avec des taux qui commencent relativement bas, ce qui permet de prendre une part de ce risque-là sous forme d'assurance. L'intérêt qu'on a aussi, c'est de mettre les assureurs dans la même boucle que les agriculteurs, de façon à ce qu'on ait des prix qui ne soient pas exorbitants et qui repousseraient les agriculteurs dans ce système, et assurer que l'État, grâce aux 600 millions d'euros, interviendra quand il y aura besoin d'intervenir. Si on est sur un système qui déclenche de la confiance et que les agriculteurs soient dans un système qu'ils connaissent et qui leur permette d'appréhender quel montant ils vont payer, quels risques ils vont pouvoir assurer et comment l'État ou les assureurs vont pouvoir leur rembourser lorsqu'ils connaîtront un défaut, eh bien je pense qu'on aura un maximum d'agriculteurs qui interviendront dans le système. Ce qu'il faut que je dise en conclusion, c'est que ce dispositif ne peut marcher
que si on a un maximum d'agriculteurs qui rentrent dans le système d'assurance. Pourquoi? Parce que la massification du système, du dispositif, ne passera que par un nombre relativement important et beaucoup de surfaces qui s'assurent. Donc l'objectif, c'est que dans les prochaines années, on arrive facilement à doubler la surface qui est aujourd'hui assurée. Et dans certaines filières, c'est-à-dire prairies et arboriculture, qui n'étaient pas du tout assurées, eh bien qu'on arrive à déclencher ce système assurantiel. C'est vrai qu'il y avait de nombreux freins qui étaient souvent évoqués, on le voit dans les reportages. Hein. Il en reste certainement, mais les agriculteurs avaient du mal. Là, vous avez été applaudi des deux mains par tous les syndicats, le milieu agricole est partant. Oui, le milieu agricole est partant. Pourquoi? Parce que dans cette loi qui, jusqu'à la sortie de l'Assemblée nationale, et le texte qui nous était arrivé au Sénat, ne prenait pas en compte ces éléments-là. C'est-à-dire ne mettez pas le budget, ne mettez pas les taux et ne mettez pas certaines conditions particulières qui sont le fruit d'une expérience. J'ai été président de chambre d'agriculture, je suis agriculteur, et donc il y a certains éléments qu'il a fallu faire rentrer, parfois au forceps, mais dans la loi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la loi qui a été acceptée en commission mixte paritaire et validée tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, reprend tous ces dispositifs. Et donc je pense que ça crée cette confiance et cette lisibilité qui était nécessaire pour que les agriculteurs ne soient pas dans un système de se dire, parce que c'était aussi les sondages qui étaient ressortis de Ternet, à 53%, le système assurantiel ne va que profiter aux assureurs. Ce n'est pas le cas et on a apporté les garanties pour que ça ne le soit pas. C'est vrai que c'était l'image. Angèle Préville, vous l'avez votée cette loi? Oui, bien sûr. Nous, on est attentifs évidemment à ce qu'elle va produire et vigilants sur le devenir et en espérant que tout cela fonctionne et puisse apporter effectivement aux agriculteurs ce qui leur manque jusqu'à présent, c'est-à-dire des garanties sur malheureusement ce qui est en train de nous arriver sur les dérèglements climatiques et avec des soucis très importants pour certains agriculteurs, les viticulteurs, parce que nous on est concernés dans le Lot avec le gel par exemple. Alors, nous avons été rejoints par Irène Toléré. Bonjour Irène. Bonjour. Vous êtes députée européenne. Alors c'est vrai que si on reste on essaie de voir un peu les différents facteurs de risque du métier d'agriculteur. Donc il y avait le risque soudain, on va dire, et assurable, même si le monde agricole avait du mal à souscrire l'assurance, quoique bien protégé, enfin bien financé, à des hauteurs importantes par l'Europe d'ailleurs, hein, dans le schéma préalable. Oui, enfin on était sur 150 millions, on est passé sur 190. C'est pas la faute de l'Europe. C'est le principe de ce que va décider chaque État membre à l'intérieur de l'enveloppe pour mettre les moyens et les curseurs à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans le PSN, il a été choisi de mettre 186 millions d'euros sur l'assurance récolte. Demain, ça peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'agriculteur, il est soumis, il peut régler son problème par trois possibilités. Je pense que derrière le risque, il y a trois éléments de réponse. Il y a le progrès, c'est-à-dire ce que la science peut apporter pour améliorer la définition du risque et la façon dont on peut lutter. L'irrigation, par exemple? Non, le progrès, c'est favoriser, par exemple, les modifications des variétés, oui. Donc du progrès variétal, pour que les variétés que nous semmions soient plus, qu'elles puissent mieux lutter contre la sécheresse, contre les maladies. Les outils d'aide à la décision aussi. Il y a aussi les éléments de prévention, que sont l'irrigation, les filets paragrèles, le principe de lutter contre le gel. Et puis, il y a des éléments qui sont au-delà de tout cela, parce que les catastrophes naturelles, comme pour une maison lorsqu'elle est traversée par un fleuve, eh bien, ce n'est pas l'agriculteur ou l'individu qui peut véritablement maîtriser ce risque. Donc, on a besoin d'avoir une solidarité nationale pour favoriser l'autonomie et la souveraineté alimentaire. C'est que ça le problème. Parce qu'on pourrait accepter que nos agriculteurs subissent des aléas climatiques qui les fassent disparaître, alors que s'ils disparaissaient, eh bien, nous aurions plus la souveraineté et l'autonomie alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'ailleurs pour l'instant. Hein. Non, mais on a toujours l'État qui est intervenu. Le fonds des calamités, c'était une relation entre les cotisations des agriculteurs et l'État. Oui. Quand on dit les agriculteurs ne se sont jamais assurés, c'est faux. Les agriculteurs ont toujours participé à leur propre système d'assurance. Parce que le fonds des calamités, il était versé une participation des agriculteurs sur leur police d'assurance, plus une compensation de l'État. Là, on a fait quelque chose en 3 niveaux qui permettra de faire à peu près la même chose, mais en étant un peu plus clair. Alors, comme je le disais, on balaye un peu tous les risques du métier d'agriculteur, vu avec un regard européen. Ce serait lequel pour vous le principal risque aujourd'hui ? Alors, depuis que je suis élue, ce n'est pas le risque climatique qui m'a le plus occupé, c'est le risque politique.
On a eu les sanctions Trump, on l'a très clairement l'Ukraine, avec du jour au lendemain des marchés énergétiques qui peuvent disparaître. Sur le risque climatique, on a des petits sujets à revoir au niveau européen ou international, parce qu'un des sujets sur la non-couverture assurantielle des agriculteurs, c'était aussi qu'on avait des événements à répétition qui faisaient qu'à la fin, l'indemnisation de l'agriculteur était calculée sur la base d'une récolte impactée. Donc ce n'était pas vraiment intéressant. Donc on a eu beaucoup d'agriculteurs qui ont arrêté de se... Voilà, la moyenne olympique. Donc le risque politique n'est pas forcément un risque qui est prévu, mais pourtant on l'a vu arriver et avec des impacts majeurs. Les sanctions Trump du jour au lendemain, la crise ukrainienne, on mesure chaque jour, hein. La Covid, c'est une pandémie où on décide de fermer des restaurants. Et là, tous ceux qui produisent du fromage ou des produits qui sont vendus dans les circuits de CHR, ils se retrouvent avec leur stock sur les bras et pourtant ils doivent continuer à travailler. Donc j'aurais tendance à parler de ce risque-là, et je crois surtout qu'un des énormes risques que nous avons, surtout, c'est la perte de savoir-faire. On a pas mal d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et on parle de risques majeurs qui peuvent impacter le fait qu'un agriculteur à la retraite, personne ne reprenne derrière. Je crois que cette perte de savoir-faire, elle est colossale et c'est peut-être un des plus gros risques qu'on a, même si aujourd'hui on ne le mesure pas forcément sur le devant de nos discussions. Emmanuel Vastenex, je crois qu'un des risques qui pour vous tiennent à cœur, c'est le problème de la sécurité du revenu. Et c'est vrai que vous avez une démarche qui est quand même très très en avance, on va dire, par rapport à la plupart des transformateurs au sein de la laiterie Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et vous pensez que la contractualisation, on y va, mais on n'y va peut-être pas encore assez vite ? Oui, alors aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que dans le monde agricole, il y a 3 problématiques. Il y a une problématique de revenus. Les producteurs doivent vivre correctement de leur métier et soit on veut une agriculture sous perfusion et dans ce cas-là il faut accepter de payer les impôts et finalement on a fait de ces agriculteurs à des chasseurs d'aide, ce qui pour moi est une anomalie. L'agriculteur on doit vivre de son métier au travers de ça. Le deuxième point, c'est qu'on doit donner de la visibilité. Et ça, je rejoins le point sur le politique, c'est-à-dire que le politique aujourd'hui, son véritable métier, c'est de donner les caps. Est-ce qu'on doit aller sur le bio? Est-ce qu'on doit aller sur l'agriculture de conservation? Est-ce qu'on doit aller sur d'autres métiers ou d'autres façons de faire? Or, aujourd'hui, on manque de véritables caps en France et en Europe sur finalement ce qu'on veut faire de notre agriculture et ce qu'on veut faire de notre alimentation et de notre éducation à l'alimentation. Le troisième point, c'est que ces gens ont besoin de reconnaissance. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les gens qui se désengagent aujourd'hui. On est devant un vrai drame. C'est-à-dire que l'élevage aujourd'hui, et particulièrement l'élevage, est en chute libre en termes de gens qui s'implantent. Il y a à peu près 12 000 installations par an, mais il y a 26 000 sorties. Donc on a une vraie difficulté. Alors au travers de ça, bien sûr, on est dans une complexité qui est importante puisque la France exporte beaucoup de ses produits, est un pays qui, par sa gastronomie, par sa diversité, on tire en fait un certain nombre de grandes modifications au niveau français et au niveau européen et ça modifie aussi les équilibres parce que quand on voit des crises comme on est en train de vivre au travers de ça, on peut avoir des cours qui s'affolent, c'est le cas du blé, des cours qui dégringolent, ça a été le cas du beurre ou c'est le cas de la poudre récemment. Donc il faut absolument que sur le marché intérieur, on ait des outils qui permettent effectivement de réguler un petit peu ces fluctuations. Et c'est en ça où moi je défends effectivement les accords tripartites, parce que je pense qu'aujourd'hui mettre autour de la table un distributeur, un industriel, des producteurs, parler librement finalement de toutes ces problématiques ensemble, être capable de fixer un prix, être capable de fixer effectivement des règles qui soient claires, et nous permet effectivement de devancer ça et de prévenir un certain nombre de transformations. Ça ne dédouane pas tout ce qui a été dit sur le progrès. Moi je pense que les deux choses qui vont nous sauver, c'est les jeunes et les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies vont nous permettre de faire des choses plus vite, différemment, d'intégrer toute cette transformation écologique et environnementale, tout en prévenant effectivement de tout ce qu'on a. Et le sujet qui va arriver très bientôt, c'est le sujet du pouvoir d'achat, qui va être une vraie problématique aujourd'hui dans ce qui va se passer. Maintenant, je rappelle que l'alimentation, c'est 15% aujourd'hui du budget des ménages et qu'il faut qu'on accepte de payer l'alimentation que l'on veut. Ou alors on laisse faire les choses et on continue. Donc ces accords tripartites sont effectivement extrêmement intéressants. Moi j'en ai encore signé 2 sur le salon donc aujourd'hui. Je dois en être à une 30aine et je peux vous dire que ça marche et ça marche beaucoup mieux qu'Egalim 2. Parce qu'Egalim 2, l'option 1 d'Egalim 2 qui est la transparence sur les cours, il n'y a qu'une entreprise dans le lait qui l'a faite, c'est nous. Ils ont tous choisi le 3. Tous le 3. Ouais. Et le zéro 3, transparence. Mais c'est pas zéro transparence, mais en tout cas, je pense que
ça a permis des choses. Egalim 2 a permis d'ouvrir un certain nombre de choses, comme les états généraux de l'alimentation avaient mis sur la table un certain nombre de sujets. Maintenant, on ne va pas assez loin. Et il y a toujours cette crainte. Là, on est en train de finir les négociations. J'ai pas un autre mot, c'est juste l'horreur. Là, je pense que c'est pire qu'avant en termes de négociations et de choses, avec des choses complètement irrationnelles. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui se terminent donc les négociations commerciales avec les différents acteurs de la chaîne. Et effectivement, il y a des amendes, 300 000 € pour tout contrat non signé. Oui, il y a des amendes, mais il faut qu'on sorte aussi de ce système répressif Mais pourquoi permanent. ça marche pas? Ça marche pas parce qu'à la base, je pense que les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un de signer un contrat le moins cher possible, qu'est-ce que vous voulez? Il signe le contrat le moins cher possible. Quand on demande à d'autres de dire il faut travailler à la politique, effectivement, et comment on conserve un certain nombre de productions en France, on le fait. Je vais vous prendre un exemple concret qui est la pomme. Aujourd'hui, la France est excédentaire en pommes, sauf que la pomme, il y a 3 métiers. Il y a la pomme à manger, il y a la compote de pommes et il y a un sous-produit qui s'appelle le jus de pomme. Donc aujourd'hui, on a des pommes mais on n'a plus d'industrie du jus. Donc il faut repenser complètement nos métiers en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut de la pomme à jus, il faut monter des vergers à jus et pas des vergers à pommes à manger. Et c'est pareil sur l'huile. On a le plan protéine qui a été lancé, sauf qu'un des moyens d'écouler le plan protéine, c'est de fabriquer de l'huile. Il faut dire je monte un plan protéine pour faire de la protéine. Voilà, il y a beaucoup d'argent qui a été donné dans la réforme agricole actuellement. On a changé beaucoup de tracteurs. Je ne suis pas sûr qu'on ait préparé les 10 ans à venir. Exactement. Les ventes de tracteurs ont progressé alors qu'on n'a pas mis de côté de l'argent, alors qu'on aura certainement besoin d'avoir des ressources. Cela dit, Michel Biérot, il était là il y a 2 jours. Alors, ce n'est pas de vous qui parlez, parce que je pense que vous êtes un peu un contre-exemple, mais il a dit c'est les transformateurs qui ne sont pas transparents. Oui, tout le monde dit c'est les transformateurs, c'est de la photo politique, c'est de la photo aux agriculteurs, c'est de la photo... Je pense qu'il faut arrêter ça aussi, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut? On parle de souveraineté alimentaire, mais regardez, vous avez dit, la crise Covid, elle aurait dû modifier, on aurait dû avoir une prise de conscience. On n'a rien pris conscience, rien n'a changé, c'est peut-être même pire qu'avant. Donc il faut prendre effectivement la vraie mesure de ce que l'on a au travers de ça et dire, oui, je veux une souveraineté alimentaire, comme je veux une souveraineté médicale, comme je veux des masques, comme je veux des choses comme ça, et on structure les choses. Et peut-être que ça coûte 2-3 centimes de plus que le blé ukrainien ou le blé provenant d'autres origines. Mais en tout cas, on aura notre alimentation quand ça coincera. Et les Américains l'ont très bien compris d'ailleurs. Tout à fait. Une remarque? Oui, je pense quand même que les distributeurs, on n'a pas assez parlé d'eux, parce qu'aujourd'hui, au niveau européen, on va travailler sur la remise à jour du guide des bonnes pratiques des distributeurs. Et à un moment donné, il y a un truc, ça s'appelle le bon gros bon sens. Parce que si on fait des baguettes à 29 centimes, ça ne peut pas marcher. Et du coup, on fait des trucs qui sont des enterrements de première classe de filières entières. Et on continue à le faire. Moi, j'ai vécu au Japon. L'alimentation était très chère, mais ils ont gardé une fabrication au Japon. En Suisse, le prix de l'alimentation, voilà. Donc, à un moment donné, les distributeurs français s'inscrivent dans une société française et ils ont leur part de responsabilité à travers des bonnes pratiques. Et aujourd'hui, j'entends ce que vous dites sur Egalim 2. Je suis ravie que le gouvernement ait eu le courage de remettre le chantier sur la table. Mais ça finira le jour où les distributeurs, ils assumeront leur rôle sociétal. Franchement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et vous, votre principal risque pour le futur de l'agriculture, c'est le manque de vocation. Oui, c'est le manque de vocation et effectivement, il y a un enjeu primordial qu'on ait des jeunes qui se lancent et qui aient la vocation de s'installer. Cela dit, il y a des freins qui sont quand même non négligeables, les faibles revenus, la pénibilité et le manque de projection dans l'avenir si on sait qu'on va mal vivre de son métier, et c'est absolument indispensable. Parce que, comme on l'a dit, il y a un enjeu essentiel pour nous, c'est qu'il y ait des jeunes qui s'installent. Donc voilà. Et évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, parce que justement, on devrait changer. Et on ne fait que le dire, mais on n'est pas encore passé vraiment à la juste rémunération des agriculteurs. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut que tout le monde se mette, et c'est l'affaire de tous en fait, qu'on aille vers une alimentation de meilleure qualité, parce que c'est aussi un problème de santé publique. Et tous ces produits qui sont vendus très peu cher ont peu de qualité nutritive d'une part, et d'autre part, il y a des enjeux de santé. On l'a vu lors de la crise Covid, avec tous les enjeux au sujet de la malnutrition des enfants, des adolescents et de l'obésité qui croît dans notre pays. Donc il y a un enjeu très important sur l'alimentation et la souveraineté alimentaire. Je pense qu'on peut encore se poser des questions parce qu'on a encore
des entreprises, des agriculteurs qui produisent pour l'exportation. Donc à bas prix. Donc ça aussi, peut-être qu'on peut y réfléchir. Mais vous vous rendez compte, on a découvert qu'il fallait des masques au moment de la crise Covid, mais on n'a pas de stock alimentaire aujourd'hui. S'il y a un pépin, un coup dur, il n'y a pas de stock. C'est-à-dire ce qu'on préservait avant au travers des maires qui disaient le maire il doit se préserver, il doit préserver la santé administrée par rapport au risque des brigands, au risque sanitaire, au risque alimentaire. Aujourd'hui, cette fonction régalienne ou locale pour ces administrés, on l'a oublié. On a des stocks de carburant, mais on n'a pas des stocks alimentaires. C'est incroyable, hein? Oui, c'est clair. Alors, et la PAC n'y a pas pensé hein, là-dessus. On a quand même vécu ces 5 dernières années tout et son contraire. On a quand même eu, au début de ces 5 dernières années, je ne prends pas ces 5 dernières années par hasard, les EGA qui nous ont menés à la loi Egalim 1, où on nous a expliqué qu'il fallait monter en gamme, qu'il fallait changer de modèle, qu'il fallait encore une autre fois faire une mutation de l'agriculture, alors que l'agriculture, elle mute à une vitesse phénoménale et je ne suis pas sûr que toutes les catégories socio-professionnelles françaises mutent à cette vitesse-là. Et on s'est rendu compte, suite au rapport que j'ai sorti en 2019, qui démontrait qu'on était dans un pays qui était en train de perdre complètement sa souveraineté alimentaire, où on s'est rendu compte dans ce rapport qu'un fruit et un légume sur 2 sont importés, que 25% du porc est importé, que 80% de la viande de volaille et de bovin mangée en restauration hors foyer est importée. On s'est rendu compte que finalement, cette montée en gamme et tout ça, c'était pourquoi et pour qui? Et donc petit à petit, au bout de 4 ans, et moi je suis heureux de faire le salon aujourd'hui, parce que les mêmes que je voyais il y a 5 ans où j'avais l'impression de paraître un sénateur ringard et d'un autre monde, me disent aujourd'hui mais tu avais totalement raison, parce qu'à un moment, perdre cette souveraineté alimentaire, c'est nous mettre dans le corner, c'est nous mettre dans l'obligation d'acheter des produits qui lorsqu'ils ne sont pas chers ne posent pas de problème, mais lorsqu'ils deviennent très chers parce qu'ils manquent à tout le monde, eh bien font qu'on a des Français qui deviennent totalement tributaires de tout cela. Et donc moi je dénonçais cette montée en gamme en disant que l'agriculture française était déjà très haute en termes de gamme et qu'on n'avait pas besoin d'en rajouter encore et de rajouter des contraintes supplémentaires. Parce que derrière ces contraintes, et c'est le risque principal à mon avis pour les agriculteurs, c'est l'agribashing. C'est d'être sans arrêt en train de dire aux agriculteurs « vous ne faites pas le travail comme nous voudrions que vous le fassiez, il faut sans arrêt que vous soyez en train de changer ». Et que le problème de leur demander de changer, quand les injonctions qu'on leur fait sont totalement paradoxales entre un moment et un autre, font que tout simplement l'agriculteur ne sait plus où aller, ne sait plus à quel sein se vouer. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'un des gros risques de l'agriculture, c'est que ces agriculteurs soient dans une situation où ils n'aient l'impression de ne plus plaire à personne. Et qu'aujourd'hui, on a des débats sur l'agriculture qu'on n'a pas sur une multitude d'autres professions. On ne donne pas des injonctions à un plombier pour brancher les tuyaux. Et pourtant, on donne des injonctions aux agriculteurs qui connaissent ça depuis des années pour leur dire non, il ne faut plus que vous labouriez, non, il ne faut plus que vous utilisiez de produits phytosanitaires, il faut que vous vous préserviez sur le bien-être animal. Mais à un moment, moi, j'ai envie que de dire une chose, c'est stop. Arrêtons de les emmerder sans cesse. Et avec humour, je dirais que c'est un risque qui n'est pas assurable, celui-là, dire des âneries sur l'agriculture. Je suis désolé, on est arrivé au terme de cette émission. Je voudrais juste remercier Emmanuel Vastnex, puisqu'il a fait un don très important de lait pour les banques alimentaires dans le cadre de l'opération Les agriculteurs ont du cœur. Donc sur ce salon, merci à vous et à votre entreprise. Voilà, je vous remercie d'être venu parmi nous, merci, et puis merci à vous.